invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk nous accompagne, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Cyriaque Dayan qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Cyriaque, vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Bon, un petit état des lieux de l'ambiance de marché actuelle. Cyriaque, je ne sais pas, qu'est-ce que vous retenez? Je disais en introduction, manque de dynamisme. Est-ce qu'on va jusqu'au manque d'enthousiasme de la part des investisseurs? Est-ce qu'on entre dans une phase de retour d'aversion pour le risque? C'est difficile de le voir puisque les indices sont encore positifs, évidemment, mais l'or remonte aujourd'hui, les taux longs arrêtent de monter depuis quelques temps déjà. On voit des résultats excellents qui ne déclenchent pas pour autant des réactions de marché complètement délirantes. Alors, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a un peu moins d'enthousiasme aujourd'hui sur le marché? Clairement, ça paraît assez sain parce que si on regarde les données macro avec ces chiffres extraordinaires, alors les PMI, la croissance, etc., tout ça est extraordinairement élevé. Si on regarde les dynamiques bénéficiaires, ces résultats des entreprises aux US, mais également en Europe, sont excellents, sont quasiment à des niveaux jamais vus en termes de croissance sur un an glissant. Mais le point important, c'est qu'une grande partie de ces bonnes nouvelles sont déjà dans les prix. Et finalement, la séquence résultats qui était le dernier twist qui pouvait permettre aux indices de poursuivre une hausse, se termine. Aux US, on a quasiment publié, il y a quasiment 400 sociétés sur le S&P 500 qui ont déjà publié. C'est excellent, il y a des surprises positives, mais voilà, j'ai envie de dire, on s'y attendait un petit peu. Et donc finalement, les indices ont du mal à beaucoup progresser ou ne progressent plus. Si on regarde depuis un mois, on est sur une forme de stabilisation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, voire une dynamique négative. On parle par exemple au Japon ou dans les émergents, depuis 2 mois ou 2 mois et demi, ça baisse assez nettement dans ces zones-là. Donc il y a une forme quand même, après avoir un très bon début d'année, qui était finalement une prise en compte de toutes ces bonnes nouvelles, aujourd'hui on est plutôt dans une forme de stabilisation qui nous paraît assez saine. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, qu'on entre dans une nouvelle phase de marché avec peut-être des drivers différents? Ça veut peut-être dire qu'il faut une forme de stabilisation, parce que si on regarde par exemple la valorisation, les PE, qui est une manière assez simple mais rudimentaire, j'ai envie de dire, mais finalement assez logique de regarder la valorisation des marchés actions. Dans cette logique-là, on voit que les earnings, donc les résultats sont en train de progresser. Les prix des actions, si elles sont stables, ces PE vont commencer à baisser. Or, aux États-Unis, on est sur des PE qui sont, si on regarde le S&P 500, entre 21 et 22. Ouais. C'est-à-dire des niveaux très élevés. Dans un monde normal, entre parenthèses, 21 ou 22, tout le monde parlerait de bulle. Alors, c'est 17 le PE historique du S&P 500, c'est ça? Et là, on paye 22 fois les bénéfices à venir sur les 12 prochains mois. Exactement. Il faut rajouter à cela qu'il y a une forme de différenciation très forte au niveau sectoriel. Si vous allez sur les financières, vous avez des PE qui sont beaucoup plus faibles. Mais si vous allez sur les valeurs technologiques, celles qui ont beaucoup drivé le marché, à raison, Apple, Amazon, etc., globalement, vous êtes sur des PE qui sont plus élevés. Facebook, etc. Donc, le fait est que cette normalisation et cette forme de retour à une normalisation du PE nous semble assez logique aujourd'hui. C'est même presque le scénario idéal. La valorisation, les prix ne bougent pas et la valorisation se détend de manière mécanique avec l'augmentation des résultats. Exactement. Ça serait un peu le base case, base case qui permettrait de retrouver des niveaux de valorisation plus attractifs aux États-Unis. On n'a pas exactement la même analyse en Europe, même si finalement on n'est pas très éloigné sur des niveaux un peu plus faibles, mais comme vous disiez, les PE aux US historiquement sont à 17, en Europe on est plutôt entre 14 et 15, donc il y a toujours une sorte de spread. Donc ça serait plutôt pas mal d'avoir une forme de stabilisation qui permettrait un retour sur un niveau de valorisation attractif. Il y a un autre élément, c'est que finalement on est sur un marché depuis un an qui n'a pas corrigé ou qui corrige très peu, et il y a des acheteurs quasiment systématiquement dès que ça baisse. Ça serait une forme aussi de rationalité qu'il y ait des marchés avec un peu plus de volatilité, un peu plus de baisse, et ça nous semblerait tout ça un peu plus normal dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, tout en gardant en tête que les bonnes nouvelles sont toujours là. Mais si finalement il fallait suivre la croissance économique pour anticiper l'évolution des marchés financiers, ça serait, et c'est pas forcément le cas, clairement. Et ça veut dire, en termes de stratégie ou de construction de portefeuille, que vous avez plutôt eu tendance à
ou à alléger le risque ou à mettre en place des couvertures. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire les choses, Exactement. Cyriac, ouais. On a commencé l'année en étant surexposé par rapport à une référence action, par exemple, avec un niveau de surexposition parce qu'on anticipait ces bonnes nouvelles qui se sont matérialisées. Hein. Les États-Unis sont à plus 10, l'Europe à plus 13 depuis le début de l'année en termes de perf. Aujourd'hui, on considère que cette surexposition, il faut la réduire progressivement, revenir à une forme de neutralité sur les actions. C'est notre sentiment. Si demain, les actions baissent de 5 à 10%, clairement, ça sera des niveaux d'achat. Mais aujourd'hui, finalement, on a l'impression que les bonnes nouvelles ne font pas payer les marchés, actions, mais que les mauvaises, finalement, pourraient peser. Donc, dans une logique un peu de rationalité et aussi de construction de portefeuille, après avoir été surexposé dans ce mouvement de hausse, on considère qu'aujourd'hui, c'est plutôt une neutralité qui est cohérente, sans dire toutefois qu'il faut aller complètement à la cape, c'est-à-dire réduire les expositions, avoir zéro d'action. Ce n'est pas du tout notre discours, mais c'est une forme un peu plus de prudence après une forte hausse depuis le début de l'année, comme on l'a tous constaté. Bon, Malik, chez CPRM, est-ce que vous constatez aussi là un marché un peu plus asymétrique peut-être, avec un risque à la baisse un peu plus important que le risque à la hausse là sur le court terme? Est-ce que le passage ce que j'appelle les pics américains, alors c'est le pic de croissance, mais c'est peut-être aussi le pic de vaccination, puisqu'on voit quand même que le rythme ralentit un peu maintenant que 40-45% de la population adulte est vaccinée. C'est le pic des earnings peut-être. Le pic de positionnement, pourquoi pas, des investisseurs également. Tout ça joue là aujourd'hui. Mais bien sûr. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on voit très bien que lorsqu'on atteint ces niveaux, que ce soit le pic, ce que vous avez mentionné sur l'ISM, sur la croissance, les rendements attendus après sont beaucoup plus faibles. Bien entendu, les rendements sont forts lorsqu'on a une correction qui est due à une crise économique, que les anticipations remontent, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc le marché, je suis d'accord, a anticipé toutes ces bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, le marché n'a pas réagi parce que, notamment sur les résultats d'entreprise, ils étaient attendus à ces niveaux-là. Donc il n'y a pas de surprise, même si, attention, le momentum continue de s'améliorer sur les bénéfices des entreprises. Mais pour que le marché aille plus loin, il faut, à notre avis, et il pourrait rester à ces niveaux-là, mais en surface, subir une rotation encore beaucoup plus importante. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. Parce qu'il y a deux marchés qui ne disent pas la même chose. On en parlait tout à l'heure, c'est le marché obligataire et le marché des actions. Oui. Il y a la volatilité du marché obligataire qui est très élevée, qui reste élevée. Il y a la volatilité du marché action, elle, qui s'est assagie depuis quelque temps. On est rebaissé en dessous de 20. On a remonté ces derniers jours, mais il y a deux marchés qui ne vous donnent pas la même information. Et c'est là tout l'enjeu des prochains jours. Pourquoi les taux reculent alors que la croissance est au rendez-vous ? Pourquoi les taux reculent alors que les anticipations d'inflation continuent malgré tout à remonter? Alors, la question est là aujourd'hui. Est-ce que l'inflation est une menace ou est-ce que l'inflation n'est que transitoire? Et c'est là-dessus qu'on doit se positionner aujourd'hui. Et allons-y. Non, mais c'est intéressant. Alors évidemment, il y a plusieurs marchés. On appelle ça le marché, mais il y a différents types d'intervenants de marché. La logique des obligataires n'est pas la même logique que les investisseurs actions. Mais justement, quel est le message? Comment vous traduisez le message des marchés obligataires? Est-ce qu'il y a une forme de déni? Et pourtant, Dieu sait si les investisseurs obligataires savent gérer leurs risques et font attention effectivement au moindre risque qui doit être reflété quelque part à un moment dans le marché, dans le prix des obligations ou dans les rendements demandés par les investisseurs pour les obligations d'État. Est-ce qu'ils voient quelque chose qu'on ne voit pas, ou est-ce qu'ils sont dans le déni de l'inflation qui arrive? Est-ce qu'ils sont persuadés que ce sera effectivement juste très transitoire et que dans 6 mois on n'en parlera plus? Alors rappelez-vous, en 2010, la thématique de l'inflation était revenue sur le devant de la scène suite à l'accroissement du quantitative easing de la Fed qui avait déjà doublé ou triplé à l'époque son bilan, et l'inflation n'était jamais revenue malgré le... Et donc, on se rappelle de cette époque-là, on se dit, aujourd'hui, on est dans la même configuration, les banques centrales interviennent, la liquidité coule à flot, et cette inflation ne va pas revenir parce qu'il y a la disruption qui joue d'un côté et qui pèse sur les prix. Mais je pense qu'on n'est pas dans la même situation. Et quand on écoute ce que nous disent les entreprises, parce que c'est important ce que disent les entreprises, il y en a beaucoup qui ont dit que, malgré tout, il y avait eu une hausse du coût des matières premières, il y avait eu une hausse des coûts de l'emballage, il y avait une hausse du coût du transport, et que cela qu'il devrait finir par les répercuter sur le consommateur. Donc les entreprises parlent déjà peut-être d'un retour du pricing power.
C'est ça qu'il va falloir confirmer. Lorsqu'on regarde les prix à la production, en Europe, ils ont remonté. C'est un plus haut historique depuis 2 ans. Normalement, ça devrait, bien sûr, aller se voir dans les prix à la consommation. Même chose aux États-Unis, où le coût du travail est en train d'augmenter. C'est un leading indicator par rapport à l'inflation qu'on devrait retrouver dans les CPI. Donc nous, on considère que ce n'est pas un déni, mais je pense que le marché ne voit pas que l'inflation est à nos portes et qu'elle va continuer à progresser parce que la demande est là, il y a des goulots d'étranglement, il y a des menaces aussi sur l'approvisionnement, on l'a vu sur le coton, sur l'acier, sur les semi-conducteurs, et tout cela va se faire par une hausse des prix. Et donc, ça devrait se répercuter sur l'inflation. Et le marché obligataire, lui, je pense qu'il veut voir les chiffres avant de pouvoir réagir. Voir jusqu'où on monte et comment la bosse se corrige. Est-ce qu'elle se corrige assez vite ou est-ce que c'est une forme de plateau un peu moins transitoire que ce qu'on imagine aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'on pense. Et vous dites, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a peut-être trop tendance à réfléchir avec les réflexes de 2008, de la grande crise financière, alors que vous dites, aujourd'hui, l'environnement et on va dire les règles ont changé. C'est notre avis. Mais c'est. Et donc d'autres le partagent. Donc on pense que les taux devraient monter. Alors après, la question c'est de savoir est-ce que la hausse des taux est une menace pour le marché action. À notre avis, on pense que des taux à 2, ça ne serait pas une menace pour le marché action. En fait, c'est pas. Le niveau des taux est important, mais c'est l'accélération avec laquelle elle se produit qui est beaucoup plus importante en réaction sur les marchés actions. Et là, ce à quoi on assiste, d'ailleurs c'est assez surprenant, parce que des fois on est un peu perdu sur ce qui se passe sur le marché, c'est que depuis quelque temps on assiste à une baisse des taux. Mais à quoi on assiste de l'autre côté? Baisse continue du Nasdaq, des valeurs de croissance, le secteur value qui reprend une dynamique positive, parce que les investisseurs se disent, de toute façon, on va jouer la réouverture. Elle est là, on la joue. Qu'il y ait baisse des taux ou pas, c'est ce segment-là qui devrait profiter à plein de la réouverture des économies. Donc aujourd'hui, et on aura aussi, je pense, donc les statistiques de demain avec les chiffres de l'emploi. Quand on voit que l'ensemble des allocations chômage a baissé à 16 millions, on était à 18 millions le mois dernier, ça augure d'un bon rapport de l'emploi. Maintenant, on en discutait aussi tout à l'heure, il y a les entreprises américaines... Il y a peut-être des freins, effectivement, mais d'ailleurs assez atypiques, qui sont vraiment le côté très atypique de cette reprise. Est-ce que les entreprises vont réussir à sortir la main-d'œuvre américaine du chômage, pour dire les choses un peu crûment, sachant que le chômage est bonifié en ce moment aux États-Unis, au moins jusqu'à la rentrée, au moins jusqu'au mois de septembre. Mais restons quand même sur l'idée de ces marchés qui acceptent ou rejettent l'idée de l'inflation. Je ne sais pas si vous êtes dans un camp plutôt que dans un autre, Cyriaque, chez Sansot IS. Et encore une fois, comment on explique... si l'inflation doit être un peu moins transitoire que prévu, comment on explique que les taux longs, effectivement, soient encore sous 1,60 au moment où on se parle? Alors c'est compliqué forcément parce qu'il y a des dynamiques qui peuvent s'opposer, mais je pense que le premier élément, c'est tout simplement que les taux US ont quand même fait un rallye énorme en passant de 0,50 au plus bas au plus haut à 1,80 on va dire. Donc il y a eu un mouvement d'une violence assez inouïe et avec une accélération courant février-mars. Et comme on a plus l'habitude de regarder les marchés actions, mais quand vous avez un rallye sur les marchés actions très fort, on peut s'attendre à une respiration. Ça ne veut pas dire que la dynamique est remise en cause. Ça veut juste dire que voilà, après, on a un peu nettoyé toutes les positions qui étaient short. Et donc, à ce moment-là, finalement, on respire avant de repartir. Il faut juste préciser, parce que c'est marché obligataire, quand on part de taux aussi bas, passer de 0,5 à 1,75, c'est peut-être en 6 mois à peu près, même pas, c'est ça c'était août 0,5, le 10 ans était... Ouais, c'est ça, bon. En 9 mois, c'est une correction obligataire intense, peut-être même historique, là, dans une séquence de temps aussi... ça fait beaucoup plus mal de passer de 0,5 à 1,75 que de passer de 10 à 12, par exemple. Bien sûr. Ouais, c'est pour la côté sensibilité, la construction d'une obligation, mais c'est sûr qu'en impact, en termes de performance, comment va évoluer votre prix de votre obligation, vous allez perdre beaucoup plus d'argent si vous passez de 0,50 à 1,70 que si vous passez de 10 à 12. Après, ce mouvement-là, il a été très violent et donc finalement une forme de respiration qui, moi, ne me choque pas.
sur la logique de fond, un retour à 2%, j'ai envie de dire, c'est assez consensuel aujourd'hui. Tout le monde, il n'y a personne qui serait choqué d'avoir un T-Notes à 2% fin d'année. La question, c'est à quelle vitesse ça se fait. Mais aujourd'hui, on est à 1,50 à 60. Si on monte à 2, ça fait que 40 BP. C'est complètement assimilable par le marché financier. Mais pour moi, finalement, ce scénario-là, c'est le scénario d'une inflation qui monte, qui se stabilise très, très rapidement sur les 2,6 et 3 et qui finalement retend vers 2. Ouais. C'est un peu ce que joue la Fed, c'est ce que jouent en tout cas les investisseurs quand on regarde les dynamiques. La question, elle est assez simple pour moi, c'est-à-dire qu'il y a les goulots d'étranglement qui sont en train d'avoir lieu, et là on les constate tous, et je pense qu'il s'agit de, par exemple, les semi-conducteurs sont un symbole de ce problème-là. On voit les Américains qui commencent à faire pression sur Taïwan pour récupérer plus de production que les petits copains chinois ou européens. Il y a des problèmes, mais c'est des problèmes qui peuvent être aussi temporaires. Et de notre point de vue, le vrai sujet, enfin la vraie inflation à moyen terme, et là on appuie sur le tube de dentifrice et on n'arrive plus à le gérer, c'est l'augmentation salariale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les salaires commencent à monter pour finalement refléter cette hausse des prix à la production, etc., on sait qu'on rentre historiquement dans un cercle qui est extrêmement vicieux parce que la Banque centrale est obligée de relever les taux, et à ce moment-là, on se retrouve dans une banque centrale qui est behind the curve, qui est derrière la courbe, et qui est obligée d'être agressive. Et ça, le marché n'aimera pas du tout, d'autant plus qu'il n'a plus du tout l'habitude que ça existe, puisque ça fait, comme on le disait, ça fait 10 ans qu'on attend l'inflation qui ne vient pas. Néanmoins, pour moi, il y a un vrai facteur important, c'est les taux de chômage. C'est-à-dire que quand vous regardez le taux de chômage, il est à 6 aux États-Unis. Là, anticipé à demain, 5,8. On est quand même sur un taux de chômage, historiquement, aux États-Unis, qui est plutôt moyenne haute. Mais quand on regarde le taux de chômage large, parce que le taux de chômage a cette subtilité d'être calculé différemment en fonction des pays, quand on regarde un taux de chômage large, on est plutôt au-dessus de 10%. Le niveau de sous-emploi, voilà, aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus de 10%. C'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont en CDD alors qu'elles voudraient être en CDI. Quand on regarde le taux de chômage, celui qui est affiché classiquement, ces gens-là, on ne les voit pas. Par contre, quand on fait une enquête qualitative, on les réintègre et on se retrouve plutôt à 10. Donc, tant que le taux de chômage finalement reste très élevé, de notre point de vue, la hausse des salaires, en tout cas nous chez Sansot, on n'y croit pas. Néanmoins, la vraie question, c'est-à-dire qu'en effet, à court terme, on parlait tout à l'heure de cette problématique du septembre, c'est-à-dire avec ces chèques qui sont envoyés et ce soutien. Mais ça, c'est du temporaire. Si le taux de chômage baisse significativement, et en particulier ce taux de chômage large, à ce moment-là, finalement, on pourrait avoir, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a une dynamique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que l'inflation monte, il faut que l'inflation ait le temps de rebaisser avant que le taux de chômage baisse trop fortement. Autrement, on peut avoir une hausse de salaire. Et là, on rentre dans cette dynamique très négative. Oui, c'est une question de séquençage, en fait, d'une certaine manière. Exactement, c'est ça le sujet de notre point de vue. Et que l'inflation soit à 2,6, 3 sur les 3 prochains mois, j'ai envie de dire, alors peut-être qu'on peut imaginer que certains seront étonnés, mais c'est faire un peu offense aux obligataires de penser qu'ils n'ont pas conscience de ça. Mais par contre, si ça dure, et si ça dure parce que c'est soutenu par des salaires, à ce moment-là, on rentre dans une toute autre histoire qui nous rappellera des années beaucoup plus sombres, j'ai envie de dire, 94, etc., ou même partir des années 80. Quoi. C'est quand même le mandat de Joe Biden. Enfin, je veux dire, la pression que va mettre l'administration américaine pour faire monter ces salaires, et notamment dans la partie de la population la plus fragile, celle qui gagne le moins bien sa vie, c'est quand même le mandat de Joe Biden. C'est l'objectif, mais son objectif aussi, enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est encore reprenant la métaphore du tube de dentifrice, c'est que quand l'inflation elle est sortie, vous êtes obligé de relever tellement vos taux que vous cassez la dynamique de croissance. C'est ce que dit la Fed aujourd'hui. C'est urgent d'être prudent. C'est vraiment le slogan de la Fed aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on a cassé la dynamique de croissance, c'est pour finalement stabiliser, voire refaire rebaisser l'inflation, c'est très compliqué de relancer une économie derrière. Et là, Joe Biden, à ce moment-là, peut-être que... Alors, la situation américaine, elle n'est pas contestable. Le fait que les hauts revenus, depuis 30 ans ou 40 ans, prennent une partie très importante, finalement, de l'accroissement de richesse aux États-Unis, c'est pas contestable. Mais c'est encore une fois, c'est un peu comme les taux, c'est à quelle vitesse vous le faites, et c'est un subtil équilibre. Si vous le faites trop rapidement et que vous rentrez dans une spirale inflationniste, vous pouvez avoir une sorte d'effet de seconde vague qui sera beaucoup plus négative avec une hausse du chômage. Et pour le coup, ça ne sera pas une hausse du chômage liée au Covid, qui est quand même un événement exogène. Là, vous auriez un phénomène endogène qui est vraiment une problématique économique.
Et c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que, clairement, par exemple, on n'accepterait pas que les États-Unis s'endettent de 30 ou 40% en plus sur quelques mois pour cette raison-là. On l'a accepté parce que c'était la situation liée au Covid. Bon, sur le marché du travail, oui, c'est une discussion qu'on avait, Malik, mais c'était la discussion qu'on partageait avec l'économiste de Pictet qui était avec nous à 12h30, alors qui est très positif sur la croissance américaine. Je ne veux pas déformer les propos de Thomas Kosterg en l'occurrence, mais sa petite inquiétude pour le chiffre demain, c'est quand même de dire, oui, il y a encore 8-10 millions d'emplois qui sont vacants, ou en tout cas de gens qui n'ont pas de travail aux États-Unis par rapport au niveau d'avant-crise. Mais il y a des allocations chômage qui sont bonifiées, surbonifiées depuis évidemment le début de la crise et au moins jusqu'en septembre pour ces populations. Et donc on est peut-être là pour quelques mois en tout cas dans un moment où les entreprises ont un besoin énorme de main-d'œuvre pour servir la demande qui explose et vont peut-être avoir du mal à sortir certaines personnes je suis désolé de le dire comme ça, mais du confort des allocations chômage aux États-Unis. Et c'est quand même dingue de dire ça quand on parle des États-Unis aujourd'hui. Non, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte. C'est les limites physiques de la reprise. Oui, tout à fait. Donc on attendra demain et on vous répondra demain. Mais ce qui est important, je pense, on parlait tout à l'heure des États-Unis, le fait de casser la croissance. On en avait discuté la dernière fois. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même... La croissance économique mondiale pourrait s'auto-entretenir. On a commencé avec la Chine, les États-Unis ont pris le relais, l'Europe va prendre le relais en espérant qu'on n'ait pas une quatrième vague. Et derrière, c'est surtout les émergents, parce qu'avec la campagne de vaccination, je pense qu'il va accélérer là aussi. On va avoir des émergents qui vont revenir sur le devant de la scène et qui vont accélérer de leur côté. Donc le fait de pouvoir casser la croissance, parce que l'inflation reviendrait très fortement, ce n'est pas notre scénario central. On dit que l'inflation va poindre son nez, qu'elle va aller au-delà des objectifs de banque centrale, mais les banques centrales auront le temps de réagir et de calmer le jeu. Mais ce qu'on dit, c'est que les taux devraient continuer à monter parce que les anticipations d'inflation vont remonter et l'inflation va revenir sur le devant de la scène. Et le marché, lui, peut rester étal sur la période, mais c'est la rotation qui, à notre avis, qui va s'accentuer, qui va devenir beaucoup plus forte qu'elle n'a là été. Ah oui, parce que je ne sais pas, ce qu'on décrit depuis novembre, c'est déjà quand même un mouvement impressionnant en intensité, en vitesse. Oui, mais pendant le mois, par exemple, de mars, mi-mars, avril, on a eu un retour des valeurs de croissance. C'est le Nasdaq qui est un peu revenu. C'est uniquement depuis 3 jours qu'on a eu une rotation qui s'est un peu amplifiée sur les secteurs de la... Donc la phase 2, la suite de l'épisode, value est devant nous. Value et matières premières, les commodities. Ce mouvement-là n'est pas fini. À notre avis, mais pour le moment. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a value, cyclique, défensif, croissance? Je ne sais pas, est-ce que vous faites un choix, un choix spécifique, fort par rapport à ces... Nous, on n'est pas trop fan, entre parenthèses, du terme value, parce que dans le monde de la value, vous mélangez des banques, de l'énergie... et des cycliques, et pour nous, c'est pas du tout les mêmes histoires. C'est-à-dire que globalement, les cycliques, on aime bien les jouer, ça on trouve qu'il y a un véritable intérêt, parce qu'il y a une tendance de croissance forte, une valorisation qui n'est pas extrême, et globalement, un positionnement qui n'est pas encore extrêmement long. Donc on trouve que les cycliques, il y a de l'intérêt. Sur les banques, par exemple, on n'a pas du tout la même analyse sur les banques européennes que les banques américaines. On préfère, on investit sur les banques américaines, pas sur les banques européennes. Parce que globalement, on trouve que les banques américaines profitent d'une banquification beaucoup plus forte, un business model qui est beaucoup plus clair que les banques européennes qui sont universelles. Finalement, il y a un positionnement sur les banques, alors c'est vrai en Europe aussi, mais les banques US n'est pas extrêmement long. Et le dernier point qui est pour nous très important, c'est la croissance des bénéfices. Quand vous regardez, on parlait des résultats, vous regardez le secteur financier aux États-Unis, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils arrivent à produire comme bénéfice depuis le début de l'année. Et c'est là où on rejoint Malik, c'est qu'on pourrait avoir ce scénario un petit peu de stabilisation des actions à plus ou moins 5, enfin dans cette ordre de grandeur-là, mais avec des tendances qui seraient très fortes en fonction des secteurs, et plus que des secteurs, j'ai envie de dire des styles. Voilà, on travaillait un peu plus que
peu plus finement que dire juste value ou growth. C'est un peu plus. Ouais. Je pense que ça sera plus compliqué que ça parce que le secteur énergétique n'est pas du tout dans la même histoire que le secteur financier, qui n'est pas non plus dans la même dynamique que les cycliques. Pourtant, je constate quand même que les banques européennes, Très bon il y en résultat. a bien qui les achètent puisqu'elles montent. Très bon résultat. Ben oui, ça Très, prend très bon 20% résultat. et les résultats sont bons, vous dites, Mike Ah oui, les résultats. Est-ce qu'on peut les comparer aux résultats des banques américaines pour autant ? Non, dans C'est pas le l'absolu même par contexte, rapport au... c'est pas le même contexte, c'est pas Oui. les mêmes contraintes aussi. Il faut faire une différence entre les banques US et les banques européennes. C'est sûr que les banques US ont fourni aussi des résultats excellents. Et là, c'est vrai que la pontification de la courbe les a bien aidés. Mais quand on regarde les résultats de la plupart des banques européennes, honnêtement, on ne peut être que satisfait. Il y a un retour sur capital qui est de bonne facture. Les provisions pour risque ont fortement baissé. Donc, Ça vous fait pas peur d'aller investir aujourd'hui, non. ce secteur-là Pour l'instant, des non. banques européennes? Non. Ouais. Et donc, alors, ce mouvement, pour nous, il devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'été, parce que là, on va commencer, je pense, à partir... Alors, je sais, la dernière fois, je disais que c'est juin, ça sera peut-être juillet, où la Fed va commencer à modifier son discours. Ouais. Donc, je pense qu'on a encore ce mouvement-là de surface qui pourrait se maintenir jusqu'à fin juin, début juillet. Mais à partir de là, je pense que les banques centrales vont changer de discours. Et là, ça va avoir un impact finalement sur le marché action qui devra, à un moment donné, respirer de toute façon. Bon, bah tiens, à propos de changement de discours de Banque centrale, est-ce que la Banque d'Angleterre, c'était sa journée, toutes les communications de la BOE ont eu lieu en début d'après-midi, est-ce qu'elle a rejoint la petite équipe, pour l'instant, des banques centrales qui font du tapering, comme on dit en anglais, qui réduisent progressivement leurs achats d'actifs dans le cadre des politiques de bilan, des politiques quantitatives qui sont menées. Les taux ne bougent pas, évidemment, et pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Avant ça, il faut déjà réduire les programmes de rachat d'actifs. Le Canada a commencé. J'ai noté la Nouvelle-Zélande aussi. Peut-être que j'en rate d'autres, parce que ce sont des banques centrales un peu secondaires. La Banque d'Angleterre, c'est quand même une banque de première ligue, pour dire les choses. Cyriac, est-ce qu'elle a rejoint la team Tapper, la Banque d'Angleterre ? Je pense que le changement est beaucoup plus à la marge que ce qu'a annoncé la Banque centrale canadienne, par exemple. La Banque centrale canadienne, c'est un vrai tapering, c'est une vraie modification de son programme d'achat. La BOE, la Banque centrale anglaise, c'est vraiment un ajustement technique. On peut dire que c'est un tapering pour se faire plaisir, mais c'est vraiment très technique. Et pour moi, ça donne, c'est pas très intéressant ou très significatif. Par contre, faut l'expliquer. Pourquoi c'est technique ? parce qu'il faut qu'elle maintienne en fait finalement son bilan à un certain niveau, et comme elle a des tombées un peu moins importantes, elle va acheter un peu moins sur les prochains mois entre mai et juillet ou août. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Et c'est de l'ordre de 1 milliard. Enfin, on regarde les proportions, le bilan c'est 875, les programmes d'achat c'est 875. Ouais. Donc ça vous donne les ordres de grandeur. On est vraiment sur le détail. Par contre, ce qui est pour moi plus significatif, c'est la prévision de croissance. Il s'était à 5, il passe à 7,5. C'est 2,5 en 3 mois, c'est quand même extrêmement significatif. On a l'impression que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne plutôt, est en train de réussir son pari de vaccination avec une seule dose au début, avec une campagne extrêmement agressive. Ça a été les premiers à accepter la vaccination. Donc le UK est en train de réussir ce pari-là. Et je trouve intéressant que la Banque centrale anglaise, britannique, pourrait être un peu le précurseur de la Fed. On parle de la Fed, nous on est d'accord. Le sujet, est-ce que c'est juin, juillet, août ? Enfin, ça serait assez typique de la Fed de préparer le marché à partir de juillet, août, Jackson Hole, août, et puis en septembre, ils nous annoncent vraiment ce qui va se passer. Et ça commencera en décembre ou en janvier, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. La Banque centrale anglaise pourrait faire agir un petit peu plus tôt, mais globalement, ce qui est très important de mon point de vue, c'est qu'ils actent la croissance très forte. Mais quand on regarde, par exemple, qui votent, il y en a 9 qui votent, il y en a 8 qui votent pour ne pas modifier le programme d'achat. Donc on est quand même sur des choses qui restent aujourd'hui extrêmement fortes. La question, c'est pour moi, la vraie question, c'est qui tirera le premier entre la Fed et la BCE. Et ça va être intéressant sur le quantitative easing. C'est-à-dire que sur la hausse des taux, on pense tous que la Fed va clairement relever les taux avant la BCE. Par contre, sur le quantitative easing, on sent qu'au sein de la BCE, il y a des discussions. Donc à suivre, l'été pourrait être chaud, en tout cas intéressant. Voilà. Je comprends, parce que finalement, les anglo-saxons, Banque d'Angleterre, Fed, ils sont à peu près grâce à la vaccination. C'est comme ça qui les amène, j'imagine, à réviser, en tout cas en Angleterre, leur chiffre de croissance. En Europe, on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on est quand même dans une phase un petit peu en dessous. Pourquoi est-ce que la BCE est aussi pressée, visiblement, ou certains à la BCE semblent aussi pressés d'ouvrir le débat sur le tapering, la réduction du programme d'achat ?
Moi, je serais surpris que la BCE annonce un tapering avant la Fed. De toute façon, ça paraît improbable. Honnêtement, ça paraît improbable. Oui, dit comme ça paraîtrait être une erreur. Oui, même une erreur, oui, exactement. Oui. Donc, non, moi, c'est une discussion, peut-être l'orthodoxie allemande qui revient à la charge là-dessus, mais honnêtement, Lagarde a été très claire dans sa communication la dernière fois. Hein. C'est pas le temps aujourd'hui de parler de tapering. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait un risque de tapering, sachant que la réouverture se fait progressivement. Hein. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Donc les chiffres sont attendus vraiment en accélération à partir de l'été. Donc on a le temps de voir pour voir si vraiment... Parce que la question qu'il faut se poser, c'est comment la réouverture va se faire et si les consommateurs vont vraiment revenir. On a un exemple d'ailleurs de la Chine qui a eu la Golden Week, là, ces 5 derniers jours. Sûr. Et lorsqu'on regarde les statistiques qui ont été publiées, notamment sur le trafic, il est revenu au-dessus du pic d'avant la pandémie. Mais lorsqu'on regarde les dépenses, elles sont encore en dessous de ce qui était... On garde un réflexe d'épargne de précaution. Exactement, pour l'instant, parce qu'on a encore des inquiétudes sur ce virus-là. Donc l'exemple chinois, il est vraiment frappant à ce niveau-là. Les gens bougent, mais en fait ne consomment pas beaucoup plus. Et donc, c'est ce qu'on va essayer aussi de voir lorsque la réouverture se fera, notamment aussi aux États-Unis et en Europe. Quel va être le réflexe des consommateurs ? Est-ce que vraiment l'épargne sur laquelle on est assise, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou partout en Europe, les consommateurs vont vraiment la dépenser d'un coup ? Ou est-ce qu'il y a encore des inquiétudes sur l'avenir, sur Si je suis pas sûr que j'aurai encore mon job ou que je vais retrouver très vite un job. Si j'ai des inquiétudes, comme disait un infectiologue, attention, l'été, ça va être une catastrophe parce que les variants vont venir et on va pas pouvoir contrôler. Oui, bien sûr. Oui. Toutes les inquiétudes ne sont pas levées totalement. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, Cyriac ? Non, je suis complètement en ligne sur la Chine. Je trouve que, par contre, l'Europe, les US, il y a une petite différence. C'est que le transfert de richesse, il a été quand même massif. L'État chinois s'est pas endetté pour financer le consommateur. Oui, la protection chez nous, elle est solide. Elle est très solide et elle est encore plus solide. Et ça, c'est encore une nouveauté. Aux États-Unis, il y a eu, quand vous regardez l'épargne supplémentaire par rapport à ce qui est habituel, le pays où il y a eu le plus d'épargne supplémentaire et qui continue à envoyer des chèques en ce moment, c'est les États-Unis. Et le consommateur américain, clairement, il peut évoluer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand on regarde le taux d'épargne par rapport au revenu disponible, qui est extrêmement important, c'est du jamais vu, il va peut-être pas revenir au niveau d'avant-crise, mais en tout cas, il a tellement d'épargne qu'il va dépenser. D'ailleurs, on commence à le voir sur la restauration, les choses comme ça, où il y a vraiment une évolution massive, et c'est le tsunami, mais là, encore une fois, ce dont je vous parle, on le sait, puisque les perspectives de croissance aux États-Unis, la croissance potentielle américaine, c'est 2%, on annonce 7% en 2021. On n'est pas dans un monde normal sur 2021 et pas sur 2022 non plus. Hein. Clairement, ça va durer quelque temps, cette épargne qui va se diffuser dans l'économie. Et on connaît en plus l'hédonisme du consommateur américain et qui est toujours là, visiblement, heureusement. Mais en Europe, on peut avoir... je veux dire, est-ce qu'on peut espérer une ampleur de la demande aussi forte que ce qu'on a pu observer aux États-Unis ? Est-ce que ce sera un peu plus mitigé, forcément ? Alors, c'est compliqué, mais je pense que ça sera un peu plus décevant, entre parenthèses, en tout cas moins fort qu'aux États-Unis. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une manière de fonctionner. Le consommateur américain n'est pas le consommateur européen, clairement. Quand vous regardez le taux d'épargne de base en Europe, c'est pas du tout le même qu'aux US. Le transfert finalement d'argent de la part de l'État vers le consommateur, cette fois-ci, il a été plutôt en faveur des États-Unis. Et le dernier point, c'est cette campagne de vaccination qui prend un peu plus de temps, mais ça, c'est juste un décalage dans le temps. Mais quand on regarde aussi les plans de relance un peu plus larges, on était tous très heureux, enfin la plupart d'entre nous, du plan de relance européen. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, pour pas dire rien de concret dans l'économie. Et ça, c'est important aussi parce que le consommateur, il faut qu'il ait le sentiment que tout fonctionne un peu en même temps. Et là, on a l'impression que la reprise, on va avoir une patte positive, ça sera peut-être la consommation, mais la part activité, investissement, pour l'instant, elle n'est pas là en Europe ou pas assez là. Ouais.
Pour dire un mot de la France, on sent qu'on n'est pas très très loin, et c'était le rapport Pisani-Ferry et Olivier Blanchard, on sent qu'on n'est pas très très loin de remettre une couche au-delà des 100 milliards d'euros du plan de résilience ou du plan de relance français. Enfin, on sent que la pression monte et qu'on n'est pas très loin de peut-être en rajouter une couche, pour dire les choses trivialement. Bah oui, mais pourquoi on le fait? Parce qu'en Europe, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que les 700-800 milliards qui devraient arriver massivement, on voit qu'en Italie, on voit que globalement, donc la France se dit, si ça avance pas au niveau européen, il faut que nous on agisse. Et ça serait plutôt des investissements de ce qu'on en sait qui serait intéressant, hein, de la recherche, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est un peu une solution, un peu pas en panique, mais une solution de substitution. Merci, parce que en Europe, ça va pas assez vite. Et alors qu'aux États-Unis, ils décident un plan de 1900 milliards. Je sais, les chèques arrivent la semaine suivante. Mais bon, il faut pas tout. Enfin, il y a des investissements pour les infrastructures demain et la nouvelle croissance, et puis il y a encore un besoin de dépenses sociales aussi. C'est ce que je comprends. Quand même. Oui, non, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un retard dans l'allumage, encore une fois, sur le plan européen. On l'a annoncé le 18 mai 2020. Oui. Macron-Merkel, 18 mai 2020. Voilà. On n'a pas été les derniers, non? On était les premiers à l'annoncer. Oui, on était les premiers, mais la mise en place de ce plan, c'est vrai, prend du retard. Et c'est un élément important pour stimuler la croissance européenne. Donc la plupart des États comptaient sur ça, justement, pour stimuler la demande pour la reprise. Donc, on espère que ça va accélérer, mais c'est vrai que en Europe, les choses sont toujours difficiles. Avec un petit calendrier politique. Oui, exactement. Les élections allemandes en septembre, et puis les nôtres ensuite en mai de l'année prochaine. Tout ça va arriver très très vite, et voilà. Forcément, ça trouvera une résonance quelque part dans les marchés. On s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyriaque Dayan, gérant diversifié chez Sanso IS, et Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management, étaient avec nous en plateau.